Salon d'Opium. Aujourd'hui, nous recevons Chantal Jacquet, qui est professeure à Paris 1, philosophe et directrice de recherche. Donc, vous avez publié de nombreux ouvrages sur Spinoza, mais également sur l'odorat et également sur les transclasses, qui est un concept que vous avez fondé et que vous explicitez dans le livre Les transclasses ou la non-reproduction. Vous avez publié récemment Juste en passant, où vous revenez sur votre itinéraire et sur votre parcours. Et enfin, vous avez publié aussi avec Gérard Bras La fabrique des transclasses, qui est un travail collectif. Donc pour commencer, madame, est-ce que vous voudriez bien nous expliquer qu'est-ce qui vous a mené à faire de la philosophie? Alors c'est difficile de répondre de façon claire et distincte à ce sujet parce que les raisons qui nous poussent à choisir ou à opter pour une démarche philosophique ne sont pas toujours pleinement transparentes, mais en tout cas, pour moi, dans ma mythologie, ça a commencé à partir du moment où on m'a transmis 2 manuels de philosophie qui n'étaient pas forcément la meilleure façon de commencer, mais en tout cas qui ont fait sens pour moi à une période où j'avais 11 ans, je traversais une crise difficile. Et ces instruments qui m'ont été transmis m'ont permis de me dire que jusqu'à présent, je n'avais rien compris et de commencer à chercher à comprendre, à m'interroger, à poser des questions. Évidemment, dans un manuel de philosophie, généralement, on vous présente les héros philosophes, comme Socrate, et comprenant qu'avec Socrate, que je ne savais qu'une chose, c'est que je ne savais rien, j'ai commencé à vouloir réfléchir, à vouloir lire, dans les limites de la bibliothèque dont je disposais, puisque chez moi, il n'y avait aucun livre à part un dictionnaire. Et c'est pourquoi, de bric et de broc, j'ai essayé de pouvoir continuer ce parcours jusqu'en classe de terminale, où la rencontre avec un professeur de philosophie, cette fois-ci, a été décisive également, puisque ça m'a confirmé dans mon désir de comprendre, de sortir de ma misère et matérielle et intellectuelle, et de continuer cette démarche philosophique. Vous diriez que les professeurs ont un grand rôle dans votre itinéraire? Alors initialement, sans doute que non, puisque c'est à travers, alors on peut dire des professeurs, oui, qui ont constitué ce manuel, mais disons que c'était plutôt une rencontre entre un livre et une situation donnée, puisqu'il faut être capable de pouvoir ouvrir ce livre et surtout que ce livre fasse sens pour vous. Et par la suite, évidemment, on ne philosophe pas tout seul, et donc les rencontres se sont faites, ce sont des rencontres posthumes avec les philosophes, mais aussi rencontres avec des professeurs qui ont su stimuler mon désir et le vivifier sans arrêt. Donc, quelles sont les figures qui vous ont particulièrement marqué au cours de votre cursus? Alors au départ, les figures ont été plutôt des figures livresques, donc Socrate, les stoïciens, avec cette nécessité de savoir ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas. Surtout quand on vit dans une situation de misère, on peut soit se résigner et considérer qu'on n'a aucun pouvoir sur les choses, ou au contraire considérer dans une attitude volontariste que tout est possible, et c'est tout aussi illusoire. Donc les stoïciens, Platon bien évidemment, donc surtout la philosophie antique à cause de la sagesse qu'elle pouvait enseigner, et puis plus tard, la rencontre avec Spinoza évidemment a été décisive, parce que chez Spinoza il y a nécessairement l'idée qu'on dispose d'une puissance d'agir sans qu'il y ait de libre arbitre. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, l'invocation de la nécessité chez Spinoza ne nous condamne pas à subir, ne nous condamne pas à l'impuissance, et nous donne des instruments pour comprendre. Est-ce que c'est là où il y aura une parenté entre votre travail sur Spinoza et sur Bourdieu, c'est-à-dire c'est ce côté, on a des déterminismes, mais on peut réussir finalement à, par une part par notre esprit, par notre puissance d'agir, à changer quelque chose. Alors effectivement, très souvent le déterminisme est conçu comme une forme de destin, de fatalité qui nous priverait de tout pouvoir d'agir. Et je crois que chez Spinoza comme chez Bourdieu, même si Bourdieu a parfois été interprété en termes fatalistes, hein, sa reproduction sociale semblait une loi des reins, mais chez les deux auteurs, il y a l'idée qu'il faut d'abord comprendre ce qui nous détermine pour pouvoir reprendre en main notre existence, non pas pour s'affranchir totalement des déterminismes, mais trouver des moyens de les contourner, trouver des moyens avec d'autres leviers pour pouvoir construire une liberté.
Mais la liberté, ça n'est pas le contraire de la nécessité, c'est l'expression d'une nécessité intérieure qui suppose d'abord que l'on comprenne tout ce qui nous détermine, tout ce qui advient dans une existence, toutes les causes qui pèsent sur nos orientations. Et je crois que le travail en sociologie de Bourdieu, aussi bien que le travail philosophique, ça ne consiste pas à croire que tout est le fruit de la volonté, hein, mais simplement de comprendre que ce que nous voulons se veut toujours en situation, compte tenu des circonstances que nous devons d'abord connaître pour pouvoir les modifier. Est-ce que vous avez un désir de transmission particulier qui est aussi le fruit de votre parcours, de votre histoire personnelle et qui s'exprimerait dans votre rôle de professeur auprès des élèves, des étudiants? Je pense que si j'aime le métier d'enseignant-chercheur, c'est parce que je ne conçois pas la recherche de manière séparée, indépendamment de l'enseignement. Ce désir de transmettre vient sans doute d'une forme d'héritage qui consiste à payer sa dette face à ce qu'on a reçu, hein, dans la mesure où, ce que disait déjà Platon, le philosophe redescend dans la caverne, c'est un classique, mais ça a du sens et c'est une vérité profonde, parce que enseigner, c'est pour moi toujours faire signe au sens premier à l'intelligence de l'autre, éveiller ses interrogations. Alors enseigner, ça n'est pas pour moi transmettre au sens de transvaser des connaissances, un peu comme le prétendaient les sophistes, ou demander à ce que les étudiants ou les élèves apprennent des doctrines que j'aurais forgées à leur intention. C'est plutôt transmettre un désir de comprendre, un désir de s'interroger, de refuser de répondre d'emblée aux questions pour pouvoir prendre le temps de les examiner, pour chercher toujours. Et c'est pour ça que même si on a fortement critiqué l'enseignement et notamment l'école dans son rôle de reproduction sociale qui est indéniable, on peut aussi penser que la transmission d'autres interrogations est possible. Et c'est pour ça que je dis souvent, dans l'idée d'école, il y a certes la possibilité de transmettre quelque chose qui va reproduire un état donné de la société, mais les agents ne sont pas de pure courroie de transmission, il y a la possibilité aussi d'un regard critique, d'une contre-interpellation par rapport à cette nécessité de répondre aux normes, aux exigences qui sont posées, et notamment les exigences des diplômes et d'une forme de sélection. Donc pour moi, c'est vraiment décisif de continuer à enseigner, à transmettre, à passer le flambeau à d'autres générations qui iront plus loin, qui développeront une autre culture, d'autres formes d'interrogation. Et en ce sens-là, j'accepte volontiers d'être un maillon de cette chaîne qui, depuis les commencements de l'humanité, contribue à édifier un savoir et une liberté plus haute. Et comment s'articulerait chez vous à la fois votre engagement philosophique et votre engagement plutôt politique ou social? Disons que mon engagement philosophique et politique ne sont pas pensés pour moi comme deux choses radicalement séparées. Être philosophe, ça signifie pour moi, d'une part, m'efforcer de comprendre les choses, mais comprendre les choses aussi pour pouvoir agir et pour pouvoir les transformer. Donc mes engagements politiques sont ceux de n'importe quel citoyen ou citoyenne, au sens où ce qui advient nous concerne, mais ces engagements sont aussi éclairés par une pratique de la réflexion, par ce que j'appellerais une pratique théorique, et c'est la raison pour laquelle je définis volontiers la philosophie comme la recherche de la justesse et de la justice, du juste en général, c'est-à-dire ce qui allie cette recherche théorique qui permet de penser le monde en s'ajustant aux choses et aux objets, non pas une vérité qui est déjà donnée d'avance, mais qu'il s'agit de constituer, et c'est pour ça que je préfère le terme de justesse à celui de vérité, puisque dans la justesse, il y a l'idée de ce mouvement où on s'efforce d'appréhender les objets et les choses, mais cette justesse n'a de sens que si elle est alliée à la justice, c'est-à-dire si ces instruments de pensée sont en même temps des instruments pour pouvoir être autrement, modifier les choses et combattre les injustices qui malheureusement continuent à travers les années et les années à se perpétuer sous de nouvelles formes peut-être plus insidieuses.
Et c'est pour ça que le travail du philosophe, pour moi, c'est d'essayer d'abord de comprendre le monde pour pouvoir agir en dernière instance. Vous êtes connu majoritairement pour votre travail sur Spinoza, vous nous avez parlé de votre amour pour Socrate, pour les stoïciens. Est-ce qu'il y a d'autres champs de pensée pour lesquels on vous connaît moins, mais auxquels vous êtes profondément attaché? Mais disons que dans mon travail philosophique, il y a eu toujours une forme de souci de promouvoir des objets qui ont été délaissés, soit parce qu'on les considérait comme non philosophiques, soit parce qu'on considérait qu'ils étaient mineurs. Et c'est sans doute peut-être là que mon apport a pu être le plus décisif. Je pense en particulier donc d'abord au travail que j'ai pu faire sur le corps, en privilégiant la réflexion sur la puissance du corps par rapport à la théorie de la connaissance, où généralement les philosophes ont davantage de choses à dire. Donc j'ai réfléchi d'abord sur cette puissance du corps, sur la manière dont elle pouvait être expressive de l'humanité, puissance artistique, puissance sexuelle. Et j'ai eu, à partir de là, puisque réfléchissant sur la puissance d'agir en général, ne séparant pas l'esprit et le corps en bonne spinoziste, puisque l'esprit n'est rien d'autre que l'idée du corps, j'ai eu aussi le souci de penser contre moi-même d'une certaine façon, c'est-à-dire de chercher ce qui dans le corps apparaissait le plus faible, le signe d'une forme d'impuissance. Et c'est la raison par laquelle je me suis orientée aussi vers l'odorat, qui est généralement considéré comme un sens affaibli en l'homme, un résidu de la bête en l'homme, un sens archaïque. Et j'ai pris un peu le contre-pied de ces présupposés et du primat de la vue ou de la musique, l'ouïe qui est valorisé en philosophie, puisqu'on a constitué des philosophies de la peinture, des philosophies de la musique, et j'ai voulu donc rédiger une philosophie de l'odorat, où il s'agissait pour moi de réhabiliter ce sens mal aimé, et de partir de sa prétendue faiblesse pour en mesurer aussi la force, la puissance, notamment à travers une esthétique olfactive, ce qui m'a conduite aussi, ce que ne font pas beaucoup de philosophes, à m'ouvrir à d'autres types de pensées, la philosophie japonaise, et à ne pas considérer d'emblée que toute pensée prend la forme de la spéculation, ou prend une forme analytique, et voir qu'il y a d'autres modes de pensée. J'ai pu travailler notamment à travers mon livre La philosophie du Kodo, hein, la voie des fragrances au Japon, qui m'a permis aussi d'interroger les catégories de pensée japonaises. Donc vous diriez qu'il y a aussi cette nécessité en philosophie de sortir de l'Occident pour justement découvrir finalement d'autres modes de pensée qui, sans rabattre ces autres modes de pensée forcément sur le mode philosophique grec. Effectivement, parce que la tradition de la pensée occidentale a tendance à chercher ses origines du côté grec et à privilégier ce modèle. Alors, non pas qu'il s'agisse de le rejeter, de considérer que toute personne qui s'intéresse à ses racines grecques est victime d'ethnocentrisme, mais philosopher, c'est ouvrir l'espace d'un ailleurs, d'une pensée autre, et se mesurer finalement à l'altérité, mais c'est aller rechercher d'autres formes de pensée qui ne prennent pas les formes classiques qu'on peut reconnaître, même si déjà dans la pensée occidentale, la philosophie n'est pas nécessairement toujours constituée sur un mode argumentatif. Il peut y avoir des aphorismes, il peut y avoir une philosophie qui se rapproche de la poésie, mais aller voir les formes de pensée africaines, les formes de pensée indiennes ou les formes de pensée chinoises et japonaises, ça ne peut être qu'un enrichissement et une manière peut-être de fluidifier la conception que l'on a de la raison et s'interroger, revenir sur ses propres racines pour pouvoir finalement par rhizome les déplacer et avoir une vision du monde plus large, plus riche, multiple. Je crois que c'est cela que j'ai recherché à travers aussi bien mon existence, c'est-à-dire aller vers un ailleurs sans renier ses racines. Et je crois que dans la pensée, c'est décisif aussi d'aller vers ce que l'on ne comprend pas, vers ce qui vous est étranger, pour l'apprivoiser, pas nécessairement pour l'assimiler, mais pour penser autrement, se remettre en cause et enrichir son propre espace de liberté. Chez Opium, nous sommes sensibles à sortir la philosophie de ces murs. Est-ce que vous avez une manière de sortir finalement la philosophie de l'université, de ces carcans aussi en quelque sorte ?
Alors évidemment, l'ouverture interdisciplinaire, le fait de promouvoir d'autres types d'objets, comme par exemple les transclasses sur lesquelles personne ne s'était penché, puisqu'il m'a fallu forger le concept, ou l'odorat, c'est quelque chose que je revendique comme une marque propre, mais en même temps, mon mouvement n'est pas de sortir de l'université, c'est plutôt de faire entrer à l'université le plus de monde possible pour abolir ces espèces de barrières qui font obstacle aux échanges et qui font que certains restent toujours derrière les murs. Donc je ne suis pas partisane d'une université qui serait fermée sur elle-même, sélective, mais en même temps, je m'oppose à cette idée selon laquelle l'université serait poussiéreuse, elle serait finalement le lieu d'une pensée un peu stérile, mortifère ou répétitive ou académique. Je pense qu'il y a du mouvement à l'université et qu'il faut prolonger ce mouvement et surtout accueillir un public plus large. Donc je suis très favorable à tout ce qui peut à la fois permettre de sortir de l'université et d'y rentrer autrement ou d'accueillir un autre public. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Ok, on a compris. Okay.